Bonsoir et ravi de vous retrouver ce soir donc dans le Grand Oral. Deux invités qui agissent au cœur de la République et au sommet de l'État, deux défenseurs à leur manière de la justice sociale et qui incarnent l'histoire aussi des Juifs de France. Ils appartiennent à des familles politiques différentes mais ont mené ensemble un combat pour la promotion en grade du capitaine Dreyfus. Je recevrai donc en deuxième partie Frédéric Salabarou, ancien secrétaire général de l'Élysée. Mais tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Moscovici. Bonsoir. Bonsoir. Premier président de la Cour des comptes. Peut-être encore, enfin sûrement, et on le sait pour quelques jours, vous allez nous en parler. Alors en général, auprès d'un personnage comme vous, les journalistes cherchent à avoir la première interview à la nomination. Moi j'ai plutôt envie, j'ai cherché à faire parmi les dernières, peut-être la dernière, je ne sais pas. J'ai voulu avoir ce privilège parce que le regard que vous avez sur la situation, sur l'analyse que vous allez donc porter sont très importantes. Vous allez bientôt quitter la Cour des comptes rue Cambon à Paris pour d'autres fonctions, lesquelles et quand ? Je serai membre de la Cour des comptes européenne à Luxembourg à compter du 1er janvier 2026. Donc effectivement, ce sont mes dernières semaines, mais ce n'est pas forcément ma dernière interview, parce que je continuerai quand même à m'intéresser à mon pays. Je reste français. Dans cette fonction, bien sûr. En tant que citoyen, avec mon expérience, avec mon regard de citoyen libre. Comme fonctionnaire européen, je serai bien sûr tenu un total devoir de réserve, mais je ne me priverai pas de regarder la France, d'écrire, de penser. C'est une sorte de nouvelle jouvence pour moi qui va commencer. Donc c'est parfait, donc une nouvelle ère va commencer, et en fait finalement ça devient une première interview d'une nouvelle époque, donc c'est vraiment très bien aussi, pas encore, mais presque. Alors donc voilà, vous arrivez au terme de votre mandat à la tête de la Cour des comptes, un poste et une fonction que vous avez profondément remodelé, remanié en transformant cette institution, devenue maintenant très active dans le débat public, qu'il s'agisse de vos missions flash, ou des rapports sur des sujets très sensibles, l'immigration, ou encore, il y a quelque temps, sur la sécurité du Louvre après le cambriolage. Dans quel état vous allez laisser cette France de 2025, c'est-à-dire au premier quart du XXIe siècle ? Préoccupant tout de même. Je ne suis pas rassuré sur l'état de mon pays, je le regarde, il me préoccupe, parce que je vois un système politique qui est tout de même très abîmé, très fragilisé, avec une absence de majorité qui tout de même empêche de diriger le pays de façon efficace. Je vois des institutions qui du coup sont aussi très fragiles. D'ailleurs la question de savoir s'il ne faut pas les réformer profondément alors qu'elles changent dans la pratique est une question qui à mon avis n'est pas taboue. Changer de République, vous voulez dire ? Non, changer la République, ou changer dans la République, mais pas changer de République, ça c'est peu importe le numéro, mais je pense franchement qu'il y a des choses qui sont produites ces dernières années qui font qu'on ne reviendra pas en arrière. Je pense par exemple à cette fameuse affaire du 49.3, c'est-à-dire ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé. On voit bien maintenant que le Parlement a retrouvé un rôle, qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Je crois aussi qu'il faudra retrouver un équilibre un peu différent entre les pouvoirs du président, ceux du Premier ministre et le gouvernement. Le temps du président d'où tout procédait, qui était la clé de voûte des institutions, comme disait le général de Gaulle, il n'est pas fini, mais il change. C'est-à-dire qu'un président qui reprend sa parole internationale, qui fixe le cap pendant que le gouvernement gouverne vraiment, ça aussi c'est peut-être des choses qu'il faudra ancrer dans la réalité. Enfin, troisième chose, la proportionnelle. C'est vrai que les Français ont choisi une assemblée proportionnelle. Est-ce qu'il ne faudra pas un jour passer carrément à la proportionnelle pour permettre des coalitions sans la loi et sans le scrutin. Absolument, et elle n'est pas tout à fait proportionnelle non plus. Donc si vous voulez, bon, ça c'est les institutions. Donc la vie politique abîmée, les institutions fragilisées ou vulnérabilisées, les finances publiques dégradées, et dégradées gravement, parce que nous avons aujourd'hui la dette publique, qui est le troisième en termes de pourcentage de PIB dans la zone euro, derrière la Grèce et l'Italie, mais aussi la plus importante en masse. Nous avons des déficits qui sont les plus élevés de la zone euro, nous avons des taux d'intérêt qui sont les plus élevés de la zone euro avec l'Italie, et la crédibilité du pays et aussi sa capacité à agir en sont autant diminuées. Et donc la question de savoir comment est-ce que nous pouvons dans ce monde complexe affronter les grands défis qui nous attendent, la démographie, l'environnement, la transformation numérique et aussi de l'innovation et la recherche, ce sont des questions posées. Est-ce que la France ne risque pas le déclassement ? Et enfin, on voit bien quand même une colère sociale, une division, une polarisation, une fragmentation. Donc on va parler... Et voilà pourquoi je regarde la France en me disant que bon, il y a quand même là un cocktail qui est potentiellement
relevé, j'espère pas explosif. Le tableau, effectivement, que vous dressez est assez sombre. Il est bon ton de qualifier, en fait, la France par le mot de chaos, hein, depuis la dissolution compréhensible décidée par Emmanuel Macron, chaos politique en juin 2024. Mais est-ce que, comme Gabriel Attal, vous dites, je ne comprends plus les décisions d'Emmanuel Macron, ou est-ce qu'au contraire, vous les comprenez trop bien? Dans la fonction qui est la mienne, je me prononce pas là-dessus. Le citoyen, on dira peut-être un peu plus tard. J'ai travaillé. Qu'est-ce que le citoyen aurait envie de dire? Il vous le dira plus tard, mais je travaille avec Emmanuel Macron. Je suis premier président de la Cour des comptes. C'est une fonction d'État, c'est lui qui m'a nommé, c'est lui aussi qui me nomme à la Cour des comptes européenne. Et en même temps, ça ne m'a jamais empêché d'exercer mon propre magistère en toute indépendance. La Cour des comptes n'est pas là pour plaire ou pour déplaire. Elle n'est pas là non plus pour intervenir dans le débat public, et encore moins pour porter des jugements sur les hommes. Mais ce qui est clair, j'ai été formé, moi, à une école qui n'était pas celle d'Emmanuel Macron, qui était celle de Lionel Jospin. Et Lionel Jospin, qui fut mon mentor, disait toujours c'est toujours celui qui est en haut, celui qui a la position la plus élevée, qui a la plus haute responsabilité. Donc le moment venu, les responsabilités reviennent au président de la République. Il a la responsabilité de ce qui se fait, il a aussi la responsabilité de ce qui ne se fait pas, ou la responsabilité de ce qui ne se fait mal. Et à un moment donné, il s'exercera ce que Lionel Jospin a appelé justement à propos de François Mitterrand le droit d'inventaire ou le devoir d'inventaire. Effectivement, le droit d'inventaire et l'éthique de responsabilité que vous signalez de la part de Lionel Jospin. Vous-même, vous êtes inscrit dans le débat public assez régulièrement comme étant un lanceur d'alerte. On se souvient de votre cri d'alarme lorsque vous étiez ministre de l'économie à Bercy avec François Hollande sur le ras-le-bol fiscal. Des années plus tard, président de la Cour des comptes, vous avez effectivement tiré beaucoup de fois la sonnette d'alarme. La France est un état de faillite, en quelques mots? Non, la France n'est pas en état de faillite. Ça, il faut arrêter avec ces fantasmes-là. Il ne faut pas faire peur aux Français. Ouais. Nous sommes un pays solvable, nous avons une bonne administration, nous avons une bonne gestion de notre dette, nous sommes une économie large, donc nous ne sommes pas du tout en état de défaut. Et menacer sans arrêt de l'arrivée du FMI à Paris, c'est pas une chose intelligente, c'est pas du tout ce qui va se passer. En revanche, nous sommes un pays qui est en déclassement, ou un pays qui est en dégradation. Et c'est suffisant parce que, vous savez, au fond, moi je n'ai jamais été un partisan de l'austérité. Ce que je dis toujours, c'est qu'il faut se désendetter. Pourquoi ? Pour du bon sens. Si vous voulez investir pour la transition écologique, pour l'économie numérique, pour faire une économie plus innovante, il faut que vous ayez de l'argent. Pardon, sans argent, on ne peut rien faire. Imaginez un ménage qui s'endette considérablement pour son logement. Il ne va pas, à côté de ça, payer de bonnes vacances aux enfants, avoir 2 voitures et une télé magnifique. Donc voilà, on est dans cette situation-là. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que on assiste à une sorte d'impuissance publique croissante. On a un nœud coulant autour du cou qui se resserre sans cesse, alors même que les défis du futur sont considérables. Et ils sont là, ils nous mordent les mollets. La décennie Macron, bientôt on l'appellera comme ça, dans 2 ans, la décennie Macron va quand même laisser une trace et une marque très importante dans la vie et la gouvernance de ce pays. En 2017, le président à peine élu disait « Je vous promets que vous n'aurez plus à voter pour les extrêmes ». Depuis, le Rassemblement national, RN, n'a jamais cessé de progresser. Qu'est-ce qui s'est passé, Pierre Moscovici ? D'abord, le RN progresse toujours sur une insatisfaction. Quand la France va très bien, le RN va plutôt mal. Quand la France va mal, le RN va très bien. Et il y a cette sensation, en tout cas des Français. C'est plus une sensation qu'une réalité d'ailleurs, parce que quand on les interroge sur leur état personnel, ils ne sont pas pessimistes. Mais ils ont un sentiment pessimiste sur l'état du pays. Et donc il y a ça qui s'est produit. Donc de ce point de vue-là, ces 10 années, comme d'autres d'ailleurs, ont contribué à ce sentiment de malaise ou de mal-être. Après, il y a sans doute des questions qui n'ont pas été résolues, des problèmes de gouvernance. Encore une fois, tout ça, on en reparlera le moment venu. Ce qui me frappe, en tout cas, c'est quelque chose qui a commencé au début. C'est au fond, Emmanuel Macron, il a été élu sur le rejet des forces politiques traditionnelles. Il a dit et droite et gauche, ou ni droite ni gauche. Il a réussi à rassembler des électeurs qui venaient et la droite et la gauche. Résultat, les grands partis de gouvernement d'hier, les Républicains ou le Parti Socialiste sont devenus des partis, sinon marginaux, du moins très très minoritaires. À eux deux, ils représentent peut-être 15 à 20% de l'électorat maximum. Mais c'est avoir été élu par effraction. Non, c'est pas ce que je veux dire. Il a aussi été élu parce que ces partis ne répondaient plus aux aspirations des Français. C'est pas une élection. Elle est légitime. Elle est légitime 2 fois. Il a une totale légitimité. Cela dit, le fait d'avoir positionné une espèce de gros centre avec c'est eux ou c'est nous, c'est toujours un petit peu redoutable parce que le jour où c'est plus nous, c'est eux. Et donc, il a sans arrêt installé
puisque les partis de gouvernement du passé étaient effondrés, un tête-à-tête avec le Rassemblement national. Et le Rassemblement national s'est engouffré dans cette brèche sur ce qui arrive toujours, c'est-à-dire la déception par rapport au temps qui passe, l'usure du pouvoir, l'envie de faire autre chose. Et donc, voilà au moins 2 raisons, si vous voulez, l'état du pays, et puis aussi ce face-à-face. Cela dit, aussi le fait que maintenant, ils ont aussi construit un appareil, construit une élite politique, qui est un parti qui a, pour ceux qui votent pour lui, une apparence de crédibilité. Voilà. Mais les sondages s'accumulent en ce moment, alors ils sont ce qu'ils sont, et vous avez été directeur de campagne de François Hollande, vous savez ce que c'est que manipuler des sondages comme ça, les analyser de cette manière-là. Est-ce que là, pour vous, aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'effectivement c'est inéluctable, hein, comme l'annoncent les sondages, ou est-ce que ça vient installer une réalité qui n'est pas encore réelle, mais qui peut le devenir ? Inéluctable, une élection n'est jamais inéluctable. Il y a une campagne qui va commencer un jour. L'élection à la fin, une campagne commencera avec des vrais candidats, pas avec des choses virtuelles. On commencera à contester ou à discuter les programmes. On les connaîtra d'abord les programmes. On se confrontera. Donc non, l'élection elle n'est pas inéluctable. Ce que disent les sondages, c'est une réalité. C'est-à-dire cette montée du Rassemblement national qui est constante depuis maintenant 4 décennies et qui l'installe de loin comme le premier parti de France. Et disons-le, la victoire du Rassemblement national, je ne sais pas si c'est Jordan Bardella ou Marine Le Pen, elle est possible, elle apparaît plutôt aujourd'hui comme une probabilité. C'est pas une certitude. Et ça veut dire aussi que ceux qui souhaitent que ça se passe autrement doivent se mobiliser, doivent produire une offre politique qui soit quand même plus substantielle qu'aujourd'hui. Et le Rassemblement national, moi, je ne peux pas être soupçonné d'être Rassemblement national, je ne l'ai jamais été. Comme citoyen, j'ai mes opinions. Comme président de la Cour des comptes, je n'en formule aucune. Mais c'est vrai que c'est un parti qui est très différent de tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Ce ne serait pas juste une alternance entre la gauche et la droite. Ce serait quelque chose de totalement nouveau, qui n'est jamais arrivé dans ce pays. Eh bien, ceux qui ne souhaitent pas que ça se produise doivent offrir aux Français des alternatives, des propositions qui sont plus fortes. Sinon, le Rassemblement national est un bloc. Alors, Pierre Moscovici, le citoyen, effectivement, et aussi l'acteur public, et l'homme public, et le ministre que vous avez été, et le commissaire européen, eh bien, vous avez publié chez Gallimard récemment un livre, Nos meilleures années, un récit personnel dans lequel vous évoquez quand même... Si je dis Nos meilleures années, j'ai l'impression que nous ne sommes pas dans nos meilleures années. Voilà, j'ai bien compris que quelque part ça faisait allusion à une sorte de paradis blanc. Voilà, on va dire, vous évoquez le lien avec vos origines juives, vous décrivez aussi avec précision d'ailleurs, avec beaucoup de récits inédits, en particulier cette nuit du 21 avril 2002, quand Jean-Marie Le Pen accède au second tour. Est-ce que, une fois de plus, 25 ans plus tard, pratiquement, vous avez le sentiment que voilà, ça s'est encore dégradé, qu'effectivement ces meilleures années sont perdues, ou est-ce qu'il sera capable il va être capable pour les partis de gouvernement, et en particulier pour votre famille politique, à gauche, de pouvoir constituer une offre qui soit capable de construire? Je ne le sais pas, mais ce que je sais, c'est que c'est bien le grand défi qui les attend. Si vous voulez, moi, dans une élection présidentielle, je ne vais pas me prononcer sur les partis politiques. Vous parliez de famille politique. Je suis originellement un socialiste, un social-démocrate, vous avez parfaitement le droit de nous dire, et tout le monde le sait en plus, tout va bien. Oui et non, c'est-à-dire que comme président de la Cour des comptes, on ne m'a jamais pris, contrairement à ce que prétendent tous les crétins, tous les malveillants qui écrivent sur je ne sais quelle reprise en main idéologique. Quand je vois Renaud Dutreil prétendre que la Cour des comptes est une officine socialiste, j'ai envie de l'inviter à y passer une quinzaine de jours, il comprendra que c'est pas du tout le cas. Ça n'a jamais été le cas. Faites-le comme ça. Non, parce que j'ai pas envie non plus. Mais j'ai toujours été un homme impartial dans ses fonctions. Après, j'ai pas non plus suivi de crève de cerveau. Donc l'électeur que je suis, le citoyen que je suis, il a des idées qui ressemblent beaucoup à ce qu'elles étaient dans le passé, c'est-à-dire celles d'une gauche de gouvernement responsable, etc. Ouais. Ce qui me frappe quand même, c'est que ce qu'on attend dans une élection, et ça vaut pas que pour la gauche, ça vaut pour tout le monde, c'est au fond quelle est l'analyse de la société et quelle est la vision d'avenir. Il faudra offrir comme une représentation aux Français des réponses qu'on a par rapport aux grands défis du futur. Le défi de la dette. Il ne s'agit pas de se désendetter parce qu'on respecte les marchés ou je ne sais quel fétichisme du chiffre. Non, il faut se désendetter pour la souveraineté. Pour la souveraineté, pour des marges de manœuvre, pour l'investissement dans l'avenir. La question de la démographie que la Cour a traitée. Si on ne voit pas qu'on est face au défi d'une société qui vieillit de plus en plus, et dans laquelle du coup peut se créer un conflit de génération entre des jeunes qu'ils pensent qu'ils payent
pour d'autres qui bénéficient d'un système dont ils ont largement profité, et ça ne vaut pas que pour les baby-boomers. C'est une question essentielle, et qui, au passage, emporte aussi la question de l'immigration. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? C'est des questions qu'on doit traiter absolument. Et la question de l'écologie, c'est une question incontournable. Et il ne s'agit pas d'être écologiste ou pas, il s'agit juste de se dire comment est-ce qu'on assure que cette planète soit vivable pour nos enfants, qu'elle soit soutenable pour nos enfants. La question de la compétitivité française, la question enfin de la défense de la France. Oui, il y a des menaces. J'aurais peut-être pas dit, moi, qu'on devait se préparer à perdre nos enfants. J'ai un enfant jeune qui a 7 ans, j'ai pas envie de le perdre. Mais en revanche, s'il s'agit de dire qu'on doit se préparer à des conflits majeurs sur le continent. Et qu'il refasse un service militaire peut-être obligatoire. Ça, c'est autre chose. Je ne me prononce pas là-dessus. Mais je me prononce sur une chose, sur le fait que notre effort de défense doit être vraiment plus important. Parce que la Russie, si elle l'emporte d'une façon ou d'une autre sur l'Ukraine, on le sait, elle aura des visées rapides sur les États baltes. Elle mettra à l'épreuve l'OTAN. Elle sera une menace directe. Donc ça n'est que le début d'une offensive ou d'une invasion, une conquête russe qui peut aller maintenant en Europe, selon vous? À mon avis, elle sera d'abord hybride. Elle a déjà commencé en réalité, ses survols de drones, aussi, parfois la pénétration de ses idées dans certains médias. Y compris avec des figures qui jadis furent respectables et qui aujourd'hui, l'air de rien, sont les petits télégraphistes de Poutine. Je ne vais pas les nommer, on les connaît. Et aussi une certaine structuration du paysage médiatique qui n'est pas du tout hostile à ça. Donc elle est hybride, elle est informationnelle, elle passe aussi par des outils qui sont soft, et enfin elle peut être militaire. Oui, je ne dis pas que ça va arriver. Je dis que si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre. Alors justement, parlons de militaire, parlons justement de vision de la société. On refait encore un bond en arrière dans l'histoire, parce qu'à travers votre livre Nos meilleures années, au fond, vous avez déclenché un débat, un combat, dans lequel effectivement vous êtes retrouvé avec Frédéric Salabarou, vous allez nous rencontrer. C'est concernant le capitaine Dreyfus. Il faut dire maintenant d'ailleurs le général Dreyfus, mais enfin, avant on disait encore le capitaine Dreyfus. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous raconter une anecdote. Si on a le temps. Mon père est enterré au cimetière du Montparnasse. Je suis un juif, il faut le dire quand même, assez peu pratiquant. Moins, c'est difficile. Mais je suis quand même un bon fils et je suis un juif. Et quand je vais au cimetière du Montparnasse, voir la tombe de mon père, je mets un petit caillou sur la tombe de mon père. Et puis je me déplace de 10 mètres et je vais vers la tombe du lieutenant-colonel Dreyfus, parce que c'était son grade final, celui qu'on appelait le capitaine et qu'on appellera toujours le capitaine dans l'histoire. Et j'ai mis un caillou sur la tombe de Dreyfus. Et dans le livre que vous citez, nos dernières années, j'écris que je voudrais que Dreyfus soit élevé général de brigade. J'ai un ami, vous savez, les familles politiques, c'est bien, l'amitié c'est plus, qui est Frédéric Salabarou, depuis très longtemps. Nous n'avons pas des idées identiques, surtout nous en avons beaucoup en réalité, sur beaucoup de sujets. Il me dit, c'est un combat qui m'intéresse aussi. Allez, banco, on démarre. On démarre tous les deux avec Louis Gauthier, qui est le président du musée Dreyfus, qui se trouve à Médan, et de la maison Zola. Et on fait une tribune dans le Figaro. Et puis cette tribune, elle a infusé. Résultat, et je m'en félicite, et je vous assure, c'était pour moi un moment de très grande joie. Les deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, ont voté à l'unanimité pour l'élévation d'Alfred Dreyfus au grade de général. Pourquoi? Parce que, un, c'était ce qu'il souhaitait. Et deux, parce qu'il avait été privé de cette carrière par rapport à ses amis de Polytechnique, justement par les 5 ans qu'il avait passé à l'île du Diable. Si vous avez vu le film de Polanski, à la fin, il va voir Picard, voilà, il va voir il lui demande la réputation, il lui demande une augmentation, il lui demande d'être réhabilité. Il lui dit, vous êtes devenu général, et vous êtes ministre, moi, je suis toujours capitaine, on me propose d'être commandant. Et Picard lui répond, je suis désolé, je ne sais pas si tu es désolé, mais on ne peut pas faire autrement, on n'a pas de majorité parlementaire. Ben là, on a trouvé la majorité parlementaire, et pas la majorité, l'unanimité. Et je veux féliciter tous ceux, les promoteurs de la proposition de loi, Gabriel Attal, Patrick Caner, les rapporteurs, Rachid Temal, Charles Sidensoul, ils ont fait un boulot formidable, chacun à sa place, et nous on a été avec eux, et moi je suis très très heureux d'avoir mené ce combat avec Frédéric d'abord, avec Louis Gauthier, mais aussi avec tous les parlementaires qui ont compris que c'était juste une œuvre de justice, une réparation de cette injustice. Et alors il se trouve que Frédéric Salabarou donnera sa version aussi de tout à l'heure. J'imagine qu'elle ne sera pas loin. Je pense qu'il ne sera pas loin. Savez, ce sera intéressant. Avec Frédéric, je pense qu'on s'est appelé tous les jours pendant 6 mois pour faire le point sur les initiatives à prendre. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis le 7 octobre, vous avez le sentiment de vivre une forme d'affaire Dreyfus planétaire, avec cette inversion accusatoire, le fait d'avoir deux camps assumés,
qui déclarent, affirment leur antisémitisme versus ceux qu'ils défendent. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ou non, je vis pas ça comme ça. Pas du tout. Je suis juif. Mon père a passé la guerre dans un camp de travail en Roumanie. Ma mère a été cachée par des justes en Lozère. Même si ma pratique religieuse est nulle, sentiment d'appartenance, il est très fort. Et je n'ai jamais toléré qu'on veuille nier l'existence d'Israël, revenir sur la sécurité d'Israël. J'y suis attaché, la moitié de ma famille d'ailleurs vit en Israël. Oui, vous l'avez plusieurs fois. Mais je l'assume ça. En même temps, j'assume aussi d'être un juif qui se réserve le droit de critiquer le gouvernement d'Israël. Et vous voyez, j'ai l'impression qu'on vit parfois dans une petite stéréo. Le 7 octobre m'a révulsé au plus profond de moi-même. C'est un acte de barbarie. C'est un crime contre l'humanité qui a été commis par une organisation, le Hamas, qu'il faut blâmer. Et ceux qui n'ont pas dit à ce moment-là que c'était terroriste sont en faute. La réplique d'Israël a été forte. Voyez-vous, je vous l'ai dit, je suis le père d'un jeune enfant. Je me souviens des échanges avec ma femme, quand elle rentrait le soir et qu'elle voyait les enfants palestiniens morts par milliers, par dizaines de milliers. Elle était aussi bouleversée. Et donc, non, je n'ai jamais pris le thème génocidaire. Je ne crois pas du tout que ce soit un génocide. Je pense que ce thème-là doit être réservé à autre chose, et en particulier à la Shoah, qui a malheureusement gagné dans l'histoire. Et surtout aux instances qui sont capables de le vraiment de définir. Donc ça, je déteste cette thématique-là. En même temps, un juif, laïque, français, ne doit pas se sentir obligé de donner caution à Benjamin Netanyahou pour les erreurs, voire les crimes. Voilà, mais justement, c'est une question intéressante parce qu'on... Alors je me fais engueuler par tout le monde quand je dis ça. Hein. Oui, mais ceux qui nous regardent vont dire pour certains, bah tiens, il assume quelque chose, et d'autres, mais il n'est pas assez radical. Eh bien, c'est comme ça. Parce qu'en fait, et c'est intéressant parce qu'au fond, voilà, vous avez parlé de soutien à Israël, la critique possible à Israël, et vous formulez... Pas Israël, le gouvernement d'Israël. Le gouvernement. Et c'est ça qui est intéressant parce que la question que je vous pose aussi, qu'est-ce qui est arrivé à cette gauche française qui a essentialisé les Juifs de France, parce qu'ils considèrent qu'ils sont tous des soutiens forcément du gouvernement israélien, qui a abandonné la gauche israélienne, qui, et même plus général, n'a pas soutenu exactement Boualem Sansal, n'a pas été un soutien. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette gauche française? Pierre Moscovici. Vous-même, vous reprenez une thématique avec laquelle je ne suis pas complètement d'accord. Je ne mets pas toute la gauche avec l'eau du bain de Rima Hassan ou Jean-Luc Mélenchon. Faites la nuance. Oui, je la fais parce que, si vous voulez, j'aurais aimé. J'ai été socialiste pendant très longtemps. Je suis plus membre du Parti socialiste depuis 2019. Mais je me souviens de ce parti comme étant un ami d'Israël, proche de la gauche israélienne. Je me souviens des rencontres que j'ai pu avoir avec Lionel Jospin, Shimon Peres, avec Ehud Barak, avec d'autres. Vous voyez, ça remonte à un autre siècle. Enfin, c'est quand même là-dedans que j'ai été élevé fondamentalement. La gauche européenne et française a abandonné cette gauche-là. Oui. Alors, cette gauche-là, elle a aussi malheureusement un peu disparu, elle s'est affaiblie en Israël. Elle manifeste depuis des années, régulièrement, contre le gouvernement. Vous savez ça mieux que moi, c'est pas que la gauche. C'est des dizaines de milliers de personnes qui manifestent contre la gauche aussi. La gauche est dedans, mais elle n'est pas majoritaire. Et il n'y aura pas un prochain gouvernement de gauche en Israël, même si c'est pas minimum. Donc, je reviens là-dessus. J'aurais préféré que les socialistes soient plus clairs. J'aurais préféré qu'ils soient plus nets. J'aurais préféré qu'ils soient dans la condamnation. Je ne les mélange pas avec... je les ai trouvés tièdes, illisibles, trop timides. Je les ai pas trouvés scandaleux et honteux, comme j'ai trouvé les déclarations, par exemple, de Rima Hassan. Voilà une femme, je ne la connais pas, qui est intelligente, assurément. Et je regarde son compte dit Twitter maintenant, ou X, je me dis qu'elle est de gauche, on voit pas beaucoup de gauche. Je me dis qu'elle est française, on ne voit pas beaucoup de France. Je me dis qu'elle est européenne, on ne voit pas beaucoup d'Europe. C'est une activiste. Une espèce de litanie activiste contre Israël. Bah, c'est pas ça, élire des députés européens. Et voilà, et ça, je me mets en face de ça. Vous comprenez toutes les procédures qui sont déclenchées contre elle, justement, au titre qu'une élue ne doit pas forcément dire ça? Je n'entre pas là-dedans. C'est pas mon rôle, pardon. On a l'impression que votre livre rassemble aussi les souvenirs pour l'avenir, comme on dit. Oui. Est-ce que vous envisagez de procéder, comme on dit également, pour 2027, c'est-à-dire être présent dans la campagne présidentielle à venir? Je serai le citoyen. Je serai astreint à un devoir de réserve à la Cour des comptes européenne et je le respecterai. Par exemple, je ne peux pas prendre des positions dans un parti politique, ça tombe bien, j'ai pas envie. Et je ne peux pas participer par exemple à une élection municipale ou autre, ça tombe bien, j'ai pas envie. En revanche, je ne m'interdirai pas d'exprimer mon sentiment, mon analyse, voire mes propositions sur exactement ce que je disais tout à l'heure, les grandes questions de vision qui doivent être traitées dans une élection présidentielle. Je souhaite que le RN aura son projet.
Vous savez, je le respecte d'une certaine façon. Enfin, je le condamne, je le combats, mais je le respecte. C'est une grande force. Vous avez été d'ailleurs un des premiers à dire que ce parti n'était pas antisémite. Vous l'avez dit à la veille de la manifestation de novembre. J'ai dit que Marine Le Pen n'était pas antisémite. Et j'ai échangé avec elle, je la connais un peu. On a des échanges francs, directs, pas toujours. Et souvent. Vous avez eu beaucoup de critiques de la part mais je le maintiens quand même parce que je la connais et je crois que c'est vrai. Il faut être capable de combattre le RN sur les vrais sujets. Est-ce que le RN est un parti pro-immigré? Est-ce qu'il n'est pas raciste? C'est une question sur laquelle je ne vais pas m'engager. Mais là, il y a des vrais sujets sur l'antisémitisme. On doit pouvoir parler sans être accusé de faire le jeu je disais, je peux respecter, même si je ne partage pas. Mais il faut qu'il y ait en face une offre crédible. Les Français ne vont plus faire le coup du Front républicain parce qu'ils trouvent que c'est le démon. Il faudra qu'en face, ils trouvent quelque chose qui leur sied, et donc lequel ils aient l'impression de trouver des solutions. Et moi, pour ma part, je vais travailler sur la réflexion sur les solutions à mes heures perdues. Vous pourriez décider d'être peut-être candidat pour 2027 ? Je n'ai jamais rêvé d'être président de la République. Je ne suis plus dans un parti politique. Non, je pense une chose, c'est que je n'ai pas fini avec mon pays peut-être, je peux lui être utile. Voilà, on verra comment. Et de toute façon, je serai un acteur de la pensée politique, de l'expression, tout en étant pleinement, totalement un membre de la Cour des comptes européenne, avec tous les devoirs, les obligations, y compris la réserve que ça comprend. Mais la réserve, vous savez, contrairement à ce que certains pensent, ça n'a jamais été ferme ta gueule. C'est la liberté d'expression, la liberté de penser. Elle est là, et elle sera là. Très certainement, donc on aura besoin également d'entendre vous et d'autres dans ce débat et dans tout ce qui va s'engager pour donc 2027. Merci beaucoup, Pierre Moscovici, d'être venu au Grand Oral.